Isabelle Bresse, Sud Radio, c'est vous. c'est vous. Bonjour à vous qui nous retrouvez dans cette deuxième heure. On continue à parler de votre santé. On est pour notre plus grand plaisir avec le professeur Henri Joyeux qui a écrit avec Laurence Vanin et le docteur Jacques Di Costanzo un livre formidable, vraiment. La vie au bout des doigts, un livre qui parle de la vie, de la mort, dans lequel on se demande si l'homme pourra un jour assouvir son vieux rêve d'immortalité. Et puis on se demande aussi où l'homme va s'arrêter dans sa compétition avec Dieu. On verra aussi en quoi la guérison du corps et de l'esprit vont de pair. On se pose beaucoup de questions sur le rôle des médecins, sur la façon d'annoncer la maladie, les choses graves, bref. On a une émission passionnante en perspective avec toujours Valérie Orsoni en direct depuis San Francisco. À tout de suite sur Sud Radio. Isabelle Bresse, Sud Radio, c'est vous. La vie au bout des doigts, c'est le livre coécrit par le professeur Henri Joyeux, Laurence Vanin et Jacques Di Costanzo, tous les trois docteurs. Et dans ce livre, on se pose beaucoup de questions sur la médecine, sur l'homme, sur le positionnement du médecin par rapport au patient et puis le patient par rapport à la maladie. Bref, ils se sont mis à trois pour essayer de trouver des réponses. On est avec Laurence Vanin. Henri Joyeux arrive dans un instant. Bonjour Laurence, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. J'ai lu ce livre ce week-end et il m'a passionné. C'est vrai que vous posez... Alors vous posez en philosophe, évidemment, et vous posez des questions à Henri Joyeux et à Jacques Di Costanzo sur leur métier, sur leur rapport avec les patients, sur leur rapport à la maladie. On parle d'euthanasie aussi dans le livre, tout un tas de questions. Puis à la fin du livre, c'est eux qui vous posent des questions sur la philosophie par rapport à la médecine. Qui a eu l'idée de ce livre déjà ? En fait, c'est une idée qui nous est venue quasiment spontanément. Jacques Di Costanzo en avait un peu initié l'idée, Henri Joyeux également, mais on n'avait pas vraiment concrétisé l'idée jusqu'au moment où on s'est dit il faut le faire, mais de manière tout à fait particulière, c'est-à-dire que je leur posais des questions, mais on l'a pas fait ensemble comme un dialogue directement. Nous nous sommes en gros séparés. J'ai posé des questions à Henri Joyeux dans sa spécialité, dans sa manière d'aborder lui ses patients. Et Jacques Di Costanzo qui pratique finalement une autre médecine puisqu'il est médecin réanimateur. Voilà, tout à fait. Et moi, je me prêtais un peu à ces questions-là en donnant l'impression que j'étais la candide, mais surtout pour mettre en avant ces multiplicités de métiers dans la médecine, parce que parfois, quand on dit... Et Henri Joyeux, pour nos auditeurs, excusez-moi de vous couper, il est cancérologue. Cancérologue, c'est un grand chirurgien, on en entend beaucoup parler parce qu'il a une grande réputation et surtout il s'est intéressé à tout ce qui entoure le corps, avec bien entendu tout ce qui rejoint l'hygiène de vie. Oui, on la l'a souvent reçu. etc. On l'a souvent reçu dans nos émissions pour parler de ça, mais dans le livre, c'est vrai qu'il se positionne surtout en tant que chirurgien et que cancérologue. Il raconte, il va nous en parler, il va nous retrouver dans un instant. Il n'a pas vu l'heure passer pour dire la vérité à nos auditeurs, et donc il sort d'un rendez-vous et il nous appelle immédiatement. Mais il y a des anecdotes qui sont très fortes qu'il va nous raconter, notamment moi j'étais très marquée par cette anecdote où il tient la vie au bout des doigts. Là pour le coup le livre porte bien son nom. Il fait un massage cardiaque directement avec le cœur d'un patient qu'il pense mort alors qu'il est tout jeune médecin. Il arrive à faire revenir ce patient là alors qu'on pensait perdu. Il y a des anecdotes comme ça. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet, vous en tant que philosophe, Laurence ? Bien, disons que je voulais aussi amener la question, en fait, en leur posant des questions séparément et en croisant comme ça leur regard sur la médecine, je voulais essayer de voir s'il y avait à dégager quelque chose de commun, un commun des hommes déjà dans leur spécialité, parce que ce sont des gens préoccupés par le soin et justement ils ont à cœur de préserver une forme de l'humanité. Et moi, en tant que philosophe, c'est vrai qu'on parle souvent de personnes on va dire de personnes qui sont en bonne santé normalement. Le philosophe, c'est celui qui, lorsqu'il est atteint, on va dire de pathologie, c'est quand il est passionné. Donc vous voyez, je voulais qu'il y ait un peu cette comparaison entre le philosophe qui pense en fin de compte les travers des hommes et peut-être leur fébrilité face à la mort ou leurs inquiétudes, et ceux qui sont carrément en direct, en contact avec les personnes en souffrance, qui ont des pathologies révélées et qui ont à cœur de veiller sur elles et puis de les guérir, enfin en tout cas de les orienter vers un soin. Parce que la guérison avec le cancer, on se rend compte que parfois c'est pas toujours une évidence. Donc, alors il vous pose une question à vous, donc je le disais à la fin, c'est eux qui vous posent les questions. Tout à fait. Le dernier chapitre, et il vous demande notamment quelle est votre philosophie de vie à vous, finalement. Oui.
En fait, moi, ma philosophie, c'est une philosophie de l'action. C'est pour ça peut-être aussi que on s'est retrouvés. Avant d'être le docteur en philosophie, j'ai été sapeur-pompier pendant 10 ans. J'ai vécu donc le rapport à l'urgence. Donc c'est vrai que il y avait un peu une sorte de mystère. C'est-à-dire que quand on amenait avec mes collègues à l'hôpital des victimes, on les donnait donc, on les livrait à l'hôpital entre les mains des personnels des services d'urgence. Et derrière, ce qui se passait, on ne le savait pas, on ne le voyait pas. Donc pouvoir quelques années plus tard m'entretenir avec Henri Joyeux pour aborder la question du soin, de l'humain, et lui qui a le sens de la main, parce que la main ne doit pas trembler, il faut qu'elle soit fiable, c'est son outil, et en même temps c'est un outil qui peut effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de ce cœur qu'il a entre ses mains, c'est une main qui peut sauver, et en même temps Jacques Di Constanzo, le réanimateur, c'est pas la main, c'est la décision. Parce qu'il est dans un lieu, le service de réanimation, où il peut y avoir eu un carambolage sur l'autoroute, il a plusieurs personnes à traiter en même temps, et il a ce lien-là. Donc, si vous voulez, on est tous à notre niveau des personnes investies dans l'action, mais une action qui n'est pas simplement un acte, c'est aussi quelque chose qui a la préoccupation de l'autre, le sens d'une humanité à respecter, la fragilité de la vie. Moi, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. Et vous parlez tout à l'heure d'émotions. Moi, je peux vous dire qu'en écrivant et en faisant le lien entre ce qu'il me racontait séparément, pour pas qu'il y ait de consensus entre eux, si vous voulez, eh bien, c'était compliqué. Parce que vous le savez, pour ceux qui connaissent le professeur Henri Joyeux, il a beaucoup d'anecdotes, il a beaucoup de choses à raconter, il a beaucoup d'expérience. Depuis 1972, il est médecin, d'après ce qu'il dit dans le livre. Donc, et Jacques, c'est pareil, il a une grande expérience, mais c'est quelqu'un qui est moins dans l'anecdote et davantage dans la prise de conscience de la responsabilité, parce que bien évidemment, dans un service d'urgence, quand vous voyez arriver tous ces patients avec des pathologies, avec des gravités qu'il faut évaluer et très vite, parce que, comme on dit, il y a urgence, eh bien, ça change véritablement le regard sur la médecine. Oui, puis ça change le regard sur plein de choses, notamment à un moment donné vous parlez d'euthanasie avec tous les deux, et c'est vrai qu'on se rend compte que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Quand on se dit l'euthanasie c'est quand même la chose à faire quand quelqu'un est en fin de vie, pourquoi prolonger ses souffrances et tout ça, le professeur Henri Joyeux nous en parlera tout à l'heure, il raconte une anecdote aussi dans le livre d'une femme qu'il a refusé, qu'il n'a pas euthanasié, d'abord parce qu'elle ne l'a jamais demandé, il a prolongé sa vie de 3 jours simplement, mais c'était 3 jours, il explique pourquoi, dont elle avait besoin pour mourir en fait. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont dites dans ce livre. On est toujours avec Valérie Orsoni. Valérie Orsoni, vous savez ce que c'est que la maladie, vous avez eu un cancer, vous avez eu des choses très graves dans votre vie. On en plaisante aujourd'hui, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, c'est pour vous. Et le corps médical, vous connaissez bien. Et d'ailleurs, je ne saurais que vous conseiller de lire La vie au bout des doigts de Henri Joyeux, Laurence Vanin et Jacques Di Costanzo, parce qu'il y a une vraie philosophie de la médecine finalement et de la vie, de la mort. Quel rapport vous avez avec cette médecine, Valérie? Alors, je voulais vous dire, vous m'entendez bien là du coup? Oui, on vous entend très bien, pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce week-end, je l'ai passé à discuter avec mon papa des systèmes médicaux. Est-ce que la grande différence entre les États-Unis, où j'ai eu toutes mes maladies, et la France, c'est le traitement de la douleur, qui aux États-Unis est très très méconnu, très n'est vraiment pas regardé, c'est pas très respecté en fait la douleur, et on ne la traite pas très bien. Et l'annonce des situations. En France, moi j'ai des amis qui ont été soumis à des maladies graves, mortelles d'ailleurs, et à qui on a annoncé les choses d'une manière, alors, vous allez me dire c'est un peu étonnant, mais humaine. Il y a une façon de le dire. Moi aux États-Unis, quand j'ai appris que j'avais un cancer, je l'ai appris par téléphone. Quand j'ai eu ma tumeur au cerveau, j'ai aussi appris que j'avais 3 mois officiellement à vivre par téléphone, d'une manière très froide. En gros, on me dit ça comme ça. Et je pense que ça fait partie de la gestion du malade ou du vivant, de lui annoncer les informations d'une manière le plus humaine possible. On ne peut pas enlever le traumatisme quand on reçoit cette information, on peut pas l'enlever. Alors par téléphone, c'était aux États-Unis qu'on vous a appris ces choses-là par téléphone. Oui, j'ai appris ça aux États-Unis d'une manière, je me rappelle très bien, c'était le même jour où c'était la bulle internet qui explosait aux États-Unis, donc je perdais mon emploi à 10h du matin et je me rattrache en me disant "Oh mais c'est pas grave, je vais faire autre chose" et 2 heures après, j'ai un coup de fil et on me dit "Vous savez, les résultats sont revenus, en gros c'était le 1er octobre, donc je me rappelle toujours de la date, en gros on passerait pas Noël. Et on vous dit ça au téléphone. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas, tiens, je vais au cinéma la semaine prochaine, est-ce que tu viens avec moi? C'est quand même quelque chose de dramatique.
Et je pense, alors peut-être que le résultat, ça a été que je me suis battue comme une folle et que bon, je suis toujours là aujourd'hui parce que j'ai refusé cette information qui était tellement déshumanisée qu'elle ne pouvait pas être vraie. Alors je sais pas, hein, avec le recul, je critique beaucoup, mais peut-être que ça a été positif pour moi. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre comment les Américains le gèrent, ce qu'on appelle en anglais les bedside manners, les manières du lit du malade, enfin comment on se tient à côté d'un malade. Et je pense qu'en France, on respecte plus l'humanité. Alors on est justement, Valérie, avec le docteur Jacques Di Costanzo qui vient de nous rejoindre. Bonjour docteur, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez 30 minutes donc à nous accorder, c'est ça? D'accord. Bah écoutez, je mets le chrono en marche, il n'y a pas de problème. Il y a Laurence Vanin qui est là, oui, tout à fait, et nous sommes avec Valérie Orsoni. Non, Henri Joyeux n'a pas vu leur tournée, il nous rejoint d'ici 5-10 minutes, il sera avec nous dans quelques minutes. Excellent. Voilà. Alors docteur Jacques Di Costanzo, au début de cette émission, on était avec Laurence Vanin, on a parlé justement de ce livre que j'ai dévoré ce week-end, que j'ai trouvé absolument passionnant. Oui, vraiment. Vraiment. Je trouve que on évoque vraiment le rôle du médecin, de la maladie et le positionnement par rapport aux patients de façon très humaine. Valérie Orsoni, qui est à San Francisco, qu'on a très régulièrement au téléphone, qui vient parler avec nous très souvent le lundi. La pauvre, elle a eu un peu tout. Elle a eu notamment un cancer, elle a eu des maladies très graves. Et elle est en train de nous dire qu'effectivement, le positionnement aux États-Unis est très froid. On garde une vraie distance avec le patient. Absolument. En France, les choses sont peut-être un petit peu différentes. J'ai l'impression, en vous lisant, qu'il y a beaucoup d'humanité. Quand je lis Henri Joyeux qui raconte comment il est capable de faire le déplacement avec une patiente pour la rencontrer et pour l'accompagner dans ses derniers instants. Quand je lis vous, tout ce que vous êtes capable de faire aussi avec vos patients, il y a une humanisation qui ne s'apprend pourtant pas à la fac. Oui, si vous voulez, il faut que le malade devienne un partenaire. Dans son traitement. Et donc la relation malade-médecin est extrêmement importante parce qu'il faut l'impliquer dans son traitement. Il faut qu'il accepte le traitement. D'autant plus volontiers qu'il a une maladie grave comme un cancer, bien entendu. Et à ce moment-là, il devient un partenaire. Donc il faut lui expliquer, il faut une relation, il faut la confiance mutuelle. Et il s'établit à la longue une espèce d'interdépendance entre le malade et le médecin. Et ce lien devient très fort, ce qui fait qu'on accompagne le malade jusqu'au bout tout le temps, qu'il guérisse et qu'il ne guérisse pas ou qu'il ne guérisse pas. Et quand il ne guérit pas, malheureusement, c'est un drame. Et on n'oublie jamais ces choses-là. Voilà. Bien sûr. Donc c'est une relation très humaine. Et contrairement aux Américains qui regardent ça froidement et qui demandent aux malades de signer un papier pour avoir un traitement ou un autre, nous prenons en charge la thérapeutique du malade complètement et on assume. Et on lui dit, voilà le traitement qu'il vous faut. Et on lui explique pourquoi. Oui. Comment est-ce qu'on vit justement l'échec? Parce qu'évidemment, on peut pas avoir 100% de réussite, et surtout dans un service comme le vôtre de réanimation. Absolument. Alors en réanimation, la relation malade-médecin est un peu différente parce que, comme vous le savez bien, comme vous le comprenez, les malades sont gravissimes, ils sont quelquefois en coma, intubés, ventilés, ils parlent pas. Il y a l'urgence qui est extrêmement importante. Donc ce qui est important pour un malade urgentiste ou réanimateur, c'est d'être très technique et très froid. C'est-à-dire de n'avoir aucun sentiment. Il faut agir, disait mon patron, si vous l'avez bien lu, agis avant de réfléchir. Et sinon, si tu réfléchis trop, le malade va mourir. Donc, on agit, on est très technique. Votre patron, d'ailleurs, qui vous a, je raconte l'anecdote puisque vous m'en donnez l'occasion, lorsque vous étiez jeune médecin, à un moment donné, vous étiez jeune interne, vous étiez très fier d'annoncer le matin que vous aviez sauvé 2 patients, et racontez-nous la suite. Et le patron me dit, mais tu es complètement idiot parce que les arrêts cardiaques n'auraient dû jamais survenir. C'est une erreur de surveillance. Et donc, il nous apprenait de manière laconique à réfléchir. Et si vous êtes dans ces malades de réanimation, donc être très technique, très froid, pour donner le maximum de chance aux patients de s'en sortir. Et puis après, il y a la relation avec la famille. Il faut expliquer à la famille ce qu'a le malade, il faut l'impliquer, il faut la raisonner, il faut lui expliquer les tenants aboutissants du traitement, la gravité de la maladie. Il faut tout dire à la famille pour l'impliquer également. Donc, c'est plus la relation malade-médecin, mais la relation avec la famille qui est importante en réanimation. Et puis ce qui peut être délicat aussi quand on est en réanimation, c'est que quand le patient décède, malheureusement, qu'on n'arrive pas à le sauver, il y a aussi la question à aborder très rapidement à la famille de la greffe, du don d'organes. C'est compliqué, ça. Oui, absolument. Alors ça, c'est compliqué parce que la famille admet très très mal, en général. Mais il faut leur faire comprendre que finalement, eh bien, quand on fait un don d'organes, évidemment, le parent va mourir ou l'enfant va mourir, mais il va revivre dans celui qui est greffé. Voilà qui est important. Il va revivre, il va donner sa vie. Sa mort n'aura pas été inutile. Voilà ce qui est important.
Ouais. Et c'est quoi vous savez le fin mot de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut aimer les autres quand on est médecin. Mais bien sûr. Et on a entendu malheureusement trop souvent des témoignages dans notre émission de personnes qui se sont trouvées face à des médecins qui, sûrement pour se protéger, sûrement aussi parce que on ne leur a rien appris. On vous apprend rien à la fac sur ces sujets-là, en fait. Non. Après, c'est une question de personnalité. Ou vous êtes un technicien froid qui s'occupe de rien et qui attend le résultat, mais le résultat est important parce que le but de la médecine, c'est de sauver des vies. Après, le reste, c'est peut-être accessoire, mais pas tellement. Et je crois qu'être humain, comprendre, avoir de l'empathie, ce qu'on appelle en grec philia, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire compatir au malheur des autres sans attendre de retour. Et notre récompense à nous, eh bien, c'est d'avoir fait le job, le boulot et d'avoir sauvé la vie des gens. D'ailleurs, je voulais vous dire une chose, c'est que en général, en réanimation, ce ne sont pas les malades les plus graves que vous avez tirés d'affaire qui vous sont les plus reconnaissants. C'est au contraire les autres. C'est très paradoxal. Ah oui, c'est étrange. Que les malades les plus graves veulent occulter leur séjour en réanimation et la gravité de la maladie. Voilà. Et donc, ils n'en parlent plus. Vous n'entendez plus parler. Et c'est quoi justement la place de la mort dans un service de réanimation pour tous les personnels? La place de la mort, c'est tous les jours. C'est tous les jours et ça devient une habitude, ça devient une espèce de constante, ça fait partie de la vie. Si vous voulez, c'est quelque chose d'inéluctable, mais à chaque fois qu'un malade va mourir, ça devient un drame. D'autant plus que si on n'est pas sûr d'avoir fait tout ce qu'il était logique ou indispensable de faire. Mais si on a tout fait, en son âme et conscience, qu'on a mis au service du malade toutes les techniques nouvelles, qu'on a été à son chevet tout le temps, et si le malade décède, eh bien, on n'a pas tellement de regrets parce qu'on se dit qu'on a tout fait et que malheureusement, eh bien, c'était au-delà de nos thérapeutiques. Mais la vraie angoisse, c'est de n'avoir pas tout fait ou d'avoir oublié quelque chose. Il m'est arrivé quand j'étais jeune interne, après des nuits de réanimation, de partir, de prendre ma voiture et d'aller m'égarer quelque part pendant des heures parce que j'arrivais pas à admettre qu'un malade était mort, surtout si c'était un enfant. Eh oui, c'est compliqué d'admettre que la mort, ça fait partie de la vie. Docteur Jacques Costanzo, vous restez avec nous. Docteur Laurence Vanin également. Henri Joyeux nous retrouve dans un instant. Et Valérie Ursonnier aussi, vous restez avec nous. Vous qui avez tutoyé la mort à quelques reprises, vous allez nous raconter justement votre rapport et avec la vie, et avec la mort, et avec ces médecins qui tiennent votre vie au bout des doigts. C'est le livre chez Desclés de Brouwer d'Henri Joyeux, Laurence Vanin et Jacques Di Costanzo. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. C'est vous. C'est vous. Isabelle Bresse. La vie au bout des doigts, c'est le merveilleux livre écrit par le professeur Henri Joyeux, le docteur Laurence Vanin et le docteur Jacques Di Costanzo. Quand la philosophe rencontre la médecine et qu'elle pose toutes les questions autour de la vie, la mort, le rapport des médecins avec ses patients, des patients à la mort, à la vie et à ses médecins. Et on est toujours avec Valérie Ursonnier également en direct depuis San Francisco. Valérie Ursonnier qui a tutoyé la mort à de nombreuses reprises. Et Valérie, est-ce que d'après vous, alors ça c'est sûr, le mental est très important dans la guérison. Est-ce que le médecin devrait accompagner son patient justement comme un coach sportif un peu pour le fortifier mentalement? Bien, vous savez, c'est assez intéressant que vous disiez ça parce que je pensais à ça tout à l'heure. La version, moi je suis aux États-Unis, donc j'ai une vision médicale que américaine. Et effectivement, ici, il y a cette froideur, ce détachement que l'on peut comprendre. Moi, j'ai des amis urgentistes qui me disent le détachement me permet de continuer et je le comprends. Mais ce détachement fait qu'il n'y a pas de coaching du malade, justement. Alors, il y a des moments où on pense que tout est foutu. Mais justement, si le médecin se bat avec nous en disant mais il y a d'autres techniques dans d'autres pays, il n'y a pas de honte d'aller se faire soigner ailleurs. Moi, par exemple, ma tumeur, j'ai fait un traitement qui n'existe qu'en Allemagne, qu'on n'a pas aux États-Unis, qui n'est pas agréé ici. J'ai eu la chance inouïe d'être avec un médecin très à la pointe qui m'a enrôlé dans une étude médicale pour pouvoir avoir accès à ce traitement. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que le médecin donne l'impression qu'il se bat aussi. En même temps, je suis consciente que les médecins ont leurs limites en termes mental et physiques, mais je pense qu'il y a vraiment le bon médecin fait la différence dans beaucoup de cas. En tout cas, quand le mental, c'est énorme. Valérie, quand on lit La vie au bout des doigts, on se rend compte que le médecin, que ce soit le docteur Jacques Di Costanzo ou le professeur Henri Joyeux qui vient de nous rejoindre. Bonjour professeur. Salut. Bienvenue. Vous êtes une vraie rockstar, professeur. Hein, vous faites désirer, vous faites attendre pour qu'on vous annonce. J'ai un patient.
Non, mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on vous excuse, professeur. On a beaucoup parlé de vous dans la première partie de l'émission. Et je disais que ce soit votre témoignage, celui du docteur Jacques Di Costanzo, j'ai été très touchée vraiment par ce livre. Et il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, professeur, qui m'ont touchée, notamment en ce qui concerne l'euthanasie, où vous démontrez que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, en racontant notamment cette anecdote avec cette patiente à qui vous avez rallongé, enfin vous avez laissé 3 jours en fait pour mourir. Oui. Elle n'a jamais demandé l'euthanasie. Racontez-nous. Pour partir. C'est ça. Pour partir. Oui. Donc, on peut pas. Ce que vous dites finalement, si j'ai bien compris ce que vous écrivez, c'est que on ne peut pas décider comme ça. Bon, bah voilà, lui il est foutu, alors on l'euthanasie. C'est ça que vous dites. C'est une grande différence, je dirais, entre une médecine qui est purement scientifique et qui perd son humanisme, avec, je dirais, la médecine que nous faisons dans le sud de la France. Et ça, c'est très important de le dire parce que c'est lié au soleil, à la Méditerranée, à Hippocrate. Et là, vous avez donc des facultés de médecine comme celle de Marseille et de Montpellier qui sont au top de l'humanisme par rapport, vous savez, j'ai vécu 5 ans à Paris, je peux vous dire que je ne me ferai jamais soigner à Paris. C'est terrible de dire cela parce que c'est trop scientifique et c'est pas assez humain. Vous voyez? Et nous ne sommes pas moins scientifiques dans le sud, au niveau du soleil de la Pyrénées, de la Méditerranée, mais nous sommes hippocratiques. Ça veut dire que nous sommes là proches, très proches de l'humain. Vous voyez? Eh oui. Alors, Laurence Vanin, vous vous intéressez beaucoup et vous questionnez d'ailleurs le professeur Henri Joyeux sur le thème de comment trouver les mots. Comment trouver les mots pour annoncer une maladie grave? Comment trouver les mots pour annoncer qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est impuissant? C'est important. Ça, c'est une question que vous soulevez à plusieurs reprises dans le livre. Oui, tout à fait, parce que comme on disait tout à l'heure, au départ, il fallait initier la discussion pour connaître les différences de métiers dans la médecine, mais après, il fallait se placer aussi du côté du patient et donc se mettre, bien entendu, dans le contexte, essayer d'imaginer qu'est-ce que ça peut être pour quelqu'un de s'entendre annoncer un diagnostic difficile, avec toutes les angoisses que ça peut générer, le bouleversement que ça peut être pour toute une vie aussi, et comment on attend peut-être aussi de son médecin qu'il soit bien sûr celui qui dit les choses, mais qui laisse aussi peut-être un temps d'analyse, de réflexion, parce que je crois que le diagnostic grave, c'est quand même un diagnostic dans lequel on imagine d'abord le plus grave, et après petit à petit on essaye de revenir vers des choses peut-être qui nous rassurent, mais sur l'instant c'est quand même quelque chose qui vous tombe dessus. Donc ça, j'avais à cœur de les interroger là-dessus et de voir comment eux ils parlaient de tout cela. Et puis Jacques Di Costanzo a parlé tout à l'heure des moments où il pouvait être aussi dans l'émotion, même s'il pratiquait pas la même médecine. Pour moi, c'était important de pouvoir montrer que le médecin a une empathie, comme le philosophe vis-à-vis de l'humain, et la difficulté aussi qu'il y avait à poser la limite entre ce moment particulier où cette médecine accompagne et le moment où le médecin en tant qu'homme lui-même peut être touché. Et c'est ça aussi qui doit être difficile parfois quand il y a beaucoup de patients et que ça dure sur toute une vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça fait des années que Jacques comme Henri travaillent dans la médecine et sont au cœur de la problématique de la relation au patient. C'est vrai qu'il faut avoir un mental pour ça, une résistance. Et ce qui est admirable chez tous les deux, c'est qu'ils sont dans une empathie formidable. Il y a un amour de l'humain. C'est vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la préoccupation, s'occuper de l'autre avant lui, quoi, de manière à ce qu'il soit accompagné comme il le faut. Bah oui, professeur, oui. Je racontais le voyage que vous avez fait quand on vous a annoncé qu'une patiente était en fin de vie. Il était 1h du matin et puis vous choisissez de revenir la voir. Oui, parce que vous avez non seulement la patiente, mais vous avez l'entourage. Et là, c'est pas un problème de témoignage, c'est un problème de se mettre à la place de l'autre. Et c'est pas simplement de la compassion, de souffrir avec, c'est pas ça. C'est essayer de se dire, si moi j'étais à la place, est-ce que ça me ferait plaisir que mon toubib qui s'occupe de moi, il vienne? Eh ben oui, bien alors sûr. Il faut que j'y aille, il n'y a pas à discuter, quoi. Vous voyez? Et ça, surtout quand on sait que ce sont les derniers moments. Surtout quand on sait que ce sont les derniers moments. Et puis j'aime beaucoup aussi, professeur, quand vous parlez de l'annonce de la maladie. Vous dites que y a une façon d'annoncer un cancer, que les mots sont très importants, parce que si vous dites cancer, le patient ou la patiente va se focaliser.
C'est pour ça qu'il faut demander, il faut toujours, avant de dire les choses, savoir quel métier faites-vous, avec qui c'est ce monsieur ou cette dame à côté de vous. Enfin, vous voyez, essayez de se faire une petite image de la façon dont ça va être réceptionné. Et vous avez, à ce moment-là, une empathie qui va vous permettre de faire passer un message avec délicatesse. Et puis vous dites, on se reverra, voilà mon adresse mail, voilà mon téléphone, si vous avez des questions. Vous voyez, parce que les gens, comme on est en blouse blanche, on est un peu une espèce de pouvoir en face, donc ils sont un peu paralysés devant nous. Donc il faut les mettre à l'aise. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir, il faut pas rester et annoncer les choses. Vous dites qu'il faut toujours annoncer aussi les choses de façon positive. Tout à fait, tout à fait. Oui, vous avez quelque chose qui n'est pas très sympathique, mais heureusement que vous êtes venu nous voir parce que on va arranger tout ça. On va tout faire pour vous guérir. Vous voyez, vous mettez le mot guérir et puis tout faire. Ça veut dire que si on fait tout, ça veut pas dire qu'on va y arriver, mais on va vous aider. On est là, on est là. Moi, je suis un buvard de votre angoisse. Passez-moi votre angoisse. C'est normal que vous soyez angoissé, mais c'est à moi à la gérer. Vous voyez? Et oui, c'est sûr. Oui. Et Dr Di Costanzo, dans le livre aussi, Laurence Vanin parle des priorités des soins. Quand vous voyez débarquer plusieurs blessés, comment est-ce qu'on fait pour hiérarchiser la priorité des soins? D'abord, je voulais vous dire que j'adore ce que disent Laurence et Henri. Vraiment, on est en phase. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Ils disent des choses merveilleuses tous les deux de manière différente et ils complètent très très bien ce que je pense. Et quand devant les urgences, eh bien, c'est très difficile. Quand on reçoit plusieurs urgences graves, des polytraumas, des comas, etc., des tentatives de suicide, eh bien, il faut donner une chance à ceux qui ont une chance. Et à nous d'évaluer instantanément, sans état d'âme, et c'est ça qui est terrible, lesquels doivent être soignés en priorité, lesquels ont plus de chance que les autres. Et comment on fait? Comment ça se passe dans la tête du médecin? C'est l'expérience, ça devient automatique. Ça veut dire qu'on a 20 ans de bouteille derrière soi, d'expérience, et on sait par définition ceux qui ont une chance, ceux qui n'ont pas une chance. Maintenant, les réanimations sont polyvalentes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul interne de garde qui assume tout, comme quand on était interne avec Henri. Il y a plusieurs personnes, on peut donc prendre en charge plusieurs personnes à la fois, mais on connaît ceux qui vont mourir, on sait ceux qui vont mourir, et donc il faut se focaliser sur ceux qui ont une chance, bien entendu, sans pour autant laisser les autres mourir, bien entendu. On leur donne les soins symptomatiques qu'ils méritent, mais on focalise nos efforts. Et ça, c'est l'expérience, uniquement l'expérience. Et il n'y a pas d'autre solution. Et puis surtout raisonner froidement, essayer de ne pas avoir d'émotion, essayer de ne pas trop réfléchir et faire surtout un débriefing le lendemain ou le soir même pour savoir si on a fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, juste un mot à propos de l'euthanasie dont vous parliez tout à l'heure. Oui, moi, en réanimation, je n'ai pas ce problème. Il n'y a pas d'euthanasie. On soigne tout le monde. Et quand ils arrivent en fin de vie en réanimation, qu'ils vont mourir, eh bien, s'ils sont un peu conscients, s'ils ont très mal, on essaye de les sédater, de calmer leur angoisse, mais donner la mort, ça n'existe pas, pour moi. Et pour ni Henri non plus, je suis d'accord. Nous sommes là pour guérir les gens, leur donner une chance. Et vous parliez d'empathie, mais ça va encore plus loin que ça. C'est que on n'espère pas de retour, on se met à la place du malade. Et non pas parce qu'on espère qu'un jour on va être soigné de la même manière, bien sûr, il y a quelque chose derrière, mais on se met là parce qu'on est le malade, on devient le malade. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Et Henri pense comme moi, je Tout à fait. Et oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas, on a toujours l'impression, parce que aussi, je le disais tout à l'heure, on a reçu beaucoup de témoignages dans cette émission de personnes qui ont été très bien traitées d'un point de vue médical, mais le médecin manquait de cette empathie justement et ça les a un peu traumatisés. Et Valérie Orsoni nous le disait, aux États-Unis, c'est pas du tout la philosophie des médecins. Ça n'a rien à voir. Et Henri Joyeux, à quel moment est-ce que on décide que c'est terminé? Parce que moi, il y a une anecdote qui est au début du livre qui m'a profondément marqué et que j'ai trouvé formidable. Vous êtes jeune médecin, on est en 1969, il est 3h du matin, vous êtes endormi et là arrive un jeune de votre âge à peu près qui a reçu un coup de couteau dans le thorax en pleine zone cardiaque. Alors, je l'examine, je n'arrive pas à l'examiner tellement il est agité et je demande à mes infirmiers de l'attacher sur la table par les mains et par les pieds. Et donc il l'allonge et là il meurt devant moi. Et là, je regarde, vous savez, on regarde tout de suite les pupilles. Et à ce moment-là, la pupille qui commence à s'ouvrir, ça veut dire il est en train de mourir. Je regarde les pouls, enfin j'essaye de palper ses pouls au niveau du cou, au niveau de la région inguinale, etc. Je n'ai plus de pouls. Bon, il meurt.
tout ce que je fais. Alors là, c'est un réflexe de vie qui est presque inconscient, si vous voulez, comme un réflexe. Il n'y a pas de réflexion. Je le prends dans mes bras, et je le prends dans mes bras devant les infirmiers, et je lui dis, ouvre-moi le bloc opératoire. Et il me dit, mais Toubib, le bloc il est fermé à clé. Je m'en fous, défonce la porte. D'un coup de pied, il me défonce la porte, je le mets sur la table. Passe-moi le bistouri. Je prends le bistouri, je lui ouvre le thorax, je me jette sur son cœur avec ma main, et le cœur, je le masse, et puis il se met à repartir dans ma main. Mais c'est comme si j'étais, vous voyez, je le raconte là, en ce moment, avec émotion, comme si j'y étais hier. Et c'était en 1969, vous voyez. Et oui, vous teniez son cœur. Il en est sorti. Alors, vous teniez son cœur dans la main, et comme vous ne l'avez pas anesthésié, évidemment, puisque officiellement il était mort. Oui. Alors, à ce moment-là, le cœur, si vous voulez, il repart, mais ce qu'il faut, c'est qu'il repart en fibrillant. Vous voyez, quand je dis fibriller, c'est comme si vous n'avez pas une contraction, poum, 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 toutes les secondes. Alors, il fibrille à ce moment-là. Je dis à mon infirmier, pas celui du sang que j'ai dans le thorax, là, qui est tombé, et mets-le lui par les veines. Et à ce moment-là, il se met à battre. Et là, j'arrive à mettre un écarteur, à voir la plaie, à mettre les poings sur la plaie. Et puis bon, j'arrive à nettoyer tout ça. Je vais me coucher. Je me dis, mais tu as fait la connerie de ta vie. Ça va être un légume. Mais mon Dieu, pourquoi? C'est de l'orgueil. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'arrive pas à dormir. Et 1 heure après, je me lève. Je vais à la salle de réa en face du bloc. Et le type, il est assis. Il me dit, Toubib, comment vas-tu? Incroyable. C'est une magnifique histoire. Et donc ça donne du sens, ça aussi, à vos combats au quotidien. C'est la vie au bout des doigts. De la même façon, quand Jacques fait un massage cardiaque, si vous voulez, externe, et que le cœur repart, mais vous imaginez pas la joie qui nous traverse de la tête aux pieds, quoi. C'est quelque chose d'inouï. Oui. Henri Joyeux, vous restez avec nous, docteur Jacques Di Costanzo aussi, Laurence Vanin aussi, et Valérie Orsoni, qui, je le sais, écoute cette émission vraiment les oreilles grandes ouvertes, parce que vous êtes tous les trois passionnants, et elle, en tant que j'allais dire que victime, mais pas du tout, en tant que patiente, elle a été de l'autre côté, et effectivement avoir votre point de vue de médecin, c'est vraiment passionnant. Restez bien avec nous. La vie au bout des doigts, c'est ce livre formidable aux éditions des Clés de Brouwer que je vous conseille. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bress. La vie au bout des doigts, c'est ce livre merveilleux écrit par le professeur Henri Joyeux, le docteur Laurence Vanin et le docteur Jacques Di Costanzo. Et nous sommes toujours aussi avec Valérie Orsoni. Valérie Orsoni, je le disais, vous qui avez tutoyé la mort, qu'est-ce que vous pensez que le médecin peut apporter d'un point de vue peut-être spirituel, d'un point de vue de force mentale pour aider le patient à s'en sortir? Vous savez, j'adore Woody Allen. Il a une phrase qui me revient souvent à l'esprit. Je ne sais pas trop comment la traduire en français, mais il disait que je n'ai pas peur de la mort, mais quand elle se présentera, j'aimerais autant être absent. Et j'adore cette phrase parce que quoi qu'on dise, qu'on ait la spiritualité ou pas, c'est quelque chose qu'on refuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on survit, c'est pour ça qu'on se bat. Sinon, on ne serait pas là. Moi, je trouve que, à nouveau, la froideur américaine tue. Je pense que plus de compassion, c'est sympa, mais je pense que ce qui manque le plus, c'est pas tant la compassion, on peut la trouver autour de soi si on en a besoin, c'est plutôt l'envie de se battre. C'est-à-dire de se dire, je refuse. C'est ce fameux mot coaching qu'on employait tout à l'heure. Oui, un coach, pas de la mort, mais de la vie, qui va nous aider à chercher d'autres traitements. Parce que, vous savez, je trouve qu'aux États-Unis, le médecin est trop persuadé de tenir la voie sacrée, d'être un peu le gourou de la santé, et il y a une voie et c'est la seule. Et j'aimerais bien qu'il y ait cette approche de, tu sais quoi, bon, on va peut-être pas faire de la médecine chamanique non plus, mais pourquoi pas, mais peut-être qu'on a découvert certaines approches qui marchaient mieux dans d'autres pays, ou oui, la méditation peut aider dans certaines maladies, une méditation très puissante, hein, pas juste 5 minutes le matin entre 2 emails, des approches un peu plus, pas ésotériques, mais qui sortent de la voie sacrée. Et je pense que ça, pour moi, c'est la grande différence, c'est le médecin coach, le médecin supporter et le médecin qui ouvre la voie à d'autres choses, à un peu l'inconnu qui pourra nous sauver. On est au bord de la mort, on n'a vraiment plus trop de risques à prendre, on a plutôt des choses à tester pour nous en sortir. Et je pense pour moi le médecin devrait devenir un coach là-dessus. Donc d'ailleurs, la philosophie. C'est tout à fait. D'ailleurs, Henri Joyeux, vous citez souvent la bonne mère. Quand tout est désespéré, vous adressez souvent à la bonne mère. Oui, parce que je vais vous dire, quand vous arrivez en fin de vie, que vous soyez conscient ou inconscient, il se pose des grandes questions. Je dirais à la fois pour celui qui est malade, quand il peut être encore en conscience, mais pour celui aussi qui soigne. Voyez. Et les grandes questions, c'est un peu quel sens ça a tout ça? Où je vais, d'où je viens.
voyez. Et chez les patients, moi je vois surtout pour les patients atteints de cancer, il y a une sorte de, même pour les gens qui sont les moins spirituels, qui se croient totalement athées ou agnostiques, eh bien il y a non pas un retour à la religion, j'aime pas cette expression, mais il y a une soif de compréhension, de spiritualité, une soif de c'est quoi l'invisible, vous voyez, c'est quoi l'invisible. Et c'est là que les gens qui ont une formation chrétienne de par leur naissance, etc., eh bien ils vous sortent la bonne mère, comme vous entendez un monsieur, un papé de 95 ans qui appelle maman alors qu'il est dans les dernières heures de sa vie, quoi. Il appelle sa maman. C'est assez étonnant et c'est très touchant, voyez. Et d'ailleurs, alors je sais pas dans le livre si c'est vous, Henri Joyeux, ou si c'est Jacques Di Costanzo qui pose la question à Laurence Vanin, mais vous lui dites, enfin, quand viendra l'heure, qui sait comment chacun d'entre nous réagira? Pensez-vous que la philosophie puisse véritablement préparer à la mort? Laurence, vous pensez que la philosophie peut préparer à la mort? Tout à fait. Et je crois que ce que disait tout à l'heure votre invitée qui a été malade, elle raconte bien qu'à un moment donné, elle avait besoin aussi de pouvoir trouver en elle les ressources pour se battre. Et parfois, justement, c'est dans la lecture de philosophie, pas forcément les grandes philosophies austères, compliquées ou complexes, mais dans des préceptes. Henri Joyeux parlait d'Hippocrate. Ben voilà, nous y sommes. Ces philosophes des anciens, les stoïques, ceux qui repensaient le sens de leur vie avec de la simplicité, mais qui en même temps avaient besoin de retourner aux sources. Et dans toute notre conversation à nous trois, c'était ça aussi. Comment à un moment donné on repense le sens de sa vie? Où est-ce qu'on va placer les priorités? Et la philosophie, pour ça, elle aide beaucoup. Tout à l'heure, vous avez même abordé quelque chose en disant mais en quoi la philosophie finalement peut aider et que cherche le philosophe? Souvent, le philosophe, on dit qu'il est occupé par la quête de la vérité. Et dans le livre, il y a le passage où je cite justement Simone de Beauvoir qui accompagne sa mère dans la maladie. Tout à fait, et c'est quelque chose de terrible quelque part, parce que je devais dédoubler l'histoire. Je devais me mettre à la place de la femme philosophe qui devait être froide dans sa pensée, mais qui en même temps était pleine de tendresse, d'amour pour sa mère et de peine aussi à l'idée de la voir partir. Et tout le jeu d'écriture entre Henri et Jacques, c'était ça, c'était de tisser les liens entre ces deux médecines et en même temps de questionner, parce qu'il y a tout le gros chapitre sur le patient qui doit être d'ailleurs, qui doit développer sa patience, mais en même temps le patient est informé, il va sur Internet, il recherche, mais il a aussi besoin de fondamentaux et la philosophie, je crois, peut apporter quelques petites réponses et peut aider. Oui. Voilà, c'est un complément. Je crois que. Docteur Jacques Di Costanzo, le fait d'être si proche de la mort au quotidien, de la voir, de la toucher du doigt au quotidien, est-ce que ça vous ramène vous à votre propre existence qui est éphémère et qui, on le sait, a une fin? On n'y pense pas, nous, comme on n'est pas confronté à cette mort. Vous non plus, vous n'y pensez pas? Non, écoutez, pendant les 40 ans que j'ai exercé, que j'exerce encore, comme Henri Joyeux, nous ne pensons pas à notre propre mort et heureusement, on pense à la mort des autres. Et je crois que c'est ça qui est important. Parce que si on pense à sa propre mort, on se focalise sur soi-même. Et je crois qu'il faut se focaliser sur les autres. Moi, jusqu'à 50 ans, j'ai eu l'impression d'être immortel. Jusqu'à 60 aussi. Maintenant, je pense que peut-être un jour, je vais mourir comme eux, mais je ne veux pas y penser. Et alors, ce que je voulais dire dans le cas de la relation avec le médecin, on parlait tout à l'heure, et que ce que disait votre patiente qui est aux États-Unis, il faut se battre. Il faut que la patiente se batte. Il faut qu'on soit le coach de la patiente, bien sûr. Mais il faut qu'elle se batte aussi mentalement, bien entendu, contre la maladie, mais se battre pour admettre des traitements, et surtout en cancérologie, Henri, il sera d'accord avec moi, pour admettre des traitements extrêmement agressifs qui vont lui donner une chance de survie. Et là, il faut bien expliquer, vous avez une maladie grave, mais Henri sait le faire mieux que moi, vous avez une maladie grave, mais on va vous guérir, vous allez avoir une chirurgie, une radiothérapie, une chimiothérapie, ça va vous mettre à terre, mais vous allez guérir. Et se battre, pour moi, c'est accepter cette misère et ces traitements pour un jour revivre. Et on a tous autour de nous, etc. Et Henri racontait tout à l'heure son histoire extraordinaire. Il est arrivé, il a opéré le malade en urgence, il a pris le cœur entre ses mains, etc. Le malade était mort. Eh bien, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé également en réanimation, de faire une contre-visite, comme on dit dans notre jargon, un soir de Noël, un soir de jour de l'an, parce que pour nous, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de férié, et d'arriver, de voir un malade mourant, de me jeter dessus et de lui sauver la vie. Et c'est extraordinaire. Et vous savez, en neurologie, en neurophysiologie, il y a quelque chose, et notre récompense, c'est ça, qu'on appelle les neurones de la récompense. Ça veut dire quand on a fait quelque chose, on est content, on est fier de soi, et voilà notre récompense. On a sauvé une vie, on a fait notre job. Voilà ce qui est important. Oui. Ça, c'est important. Professeur Henri Joyeux, quand on voit arriver un patient et qu'on lui
annonce qu'il a un cancer. C'est vrai que pour nombre d'entre nous qui sommes bien portants et puis du jour au lendemain on se retrouve malade, cancer égale mort. On n'a pas forcément envie de... Là, je vais vous dire ce que j'ai dit à mes infirmières. Si vous venez dans ma chambre et que vous dites, ah monsieur, il faut que je vous dise exactement, vous en avez plein le foie, plein les poumons, plein le cerveau, je vous passe par la fenêtre. Je vous passe par la fenêtre. Bon. Pourquoi ? Parce que ça, c'est pas de l'humain. Nous ne sommes pas des vétérinaires. Et aujourd'hui, vous avez des vétos qui sont parfois plus gentils avec leur chat ou leur chien, si vous voulez, que nous, médecins. Moi, je veux bien de la vérité, mais une vérité qui aide à vivre, pas une vérité qui enfonce les gens. Vous voyez ? Ça, c'est extrêmement important. La question, professeur, c'était comment est-ce que vous faites pour faire accepter ces traitements très agressifs à des gens ? Pour les faire accepter, c'est complexe, il faut le dire, il faut le répéter, il faut y repasser, il faut expliquer, ben voilà, on va vous donner cette chimiothérapie qui va agir à peu près comme ci et comme ça, il faut que ça soit compréhensible par la personne, on va vous faire des rayons à tel endroit, mais vous inquiétez pas, telle zone ne sera pas touchée, et vous n'aurez pas ceci, vous n'aurez pas de brûlure, et vous allez le supporter. On peut même dire, il y aura telle petite complication, mais vous savez, elle est tellement rare que peut-être je préfère vous l'annoncer, et vous serez content parce que vous l'aurez pas. Bon, il faut, comme on dit un peu dans le sud, tchatcher avec les gens. Il faut discuter, parler. Et c'est là que Jacques, il est d'origine pied noir. Il est né comme moi dans la Méditerranée. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai beaucoup circulé dans les centres anticancéreux européens, français, l'Europe de l'Est, etc. Je vous assure, c'est au soleil et dans la Méditerranée, que ce soit à Toulon, à Marseille, de cette trilogie que nous sommes tous les trois, nous avons cette capacité humaine. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est la génétique, le climat, mais qui fait que nous avons cet humanisme qui nous rend capables d'être proches du patient, de nous faire entendre, comprendre, de nous faire accepter. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est... Il parle bien, mon ami Henri, hein. Ah oui. Il faut souligner j'adore. Il est bon. C'est que Henri et Jacques, il faut quand même souligner que tous les deux sont philosophes à leur manière. C'est vrai. C'est Laurence qui nous rend philosophes. Eh ben oui, non mais de toute façon, que ce soit Descartes, enfin il y a beaucoup de philosophes qui sont aussi des hommes de science, et je pense que la science amène Hubert Reeves aussi à sa façon est philosophe, bien sûr. À partir du moment où on explore la vie, on devient philosophe, c'est sûr. Juste un mot si vous permettez. Oui, docteur Di Costanzo. Je crois que notre expérience à Henri et moi n'eût pas été aussi bien rendue s'il n'y avait pas eu Laurence Vanin. C'est clair. Sa compréhension des choses, sa compréhension profonde de l'être, l'amitié qu'elle a pour nous, l'empathie qu'elle a pour les autres. Elle était dans les marins-pompiers, donc elle sait ce que c'est que la vie. C'est une philosophe qui a travaillé avec ses mains. Donc bien sûr. Et je crois qu'elle a rendu ce livre lumineux. Et en tout cas... En tout cas, c'est ce que j'avais dit à Laurence, il y a des philosophes qui poussent les gens vers la mort. Voyez, et encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une personne qui a lu notre livre, c'est assez étonnant, et qui me dit, moi j'ai perdu par suicide 2 personnes dans ma famille, et elle dit, effectivement, quand ces personnes sont parties, eh bien il y avait au pied de leur lit tel livre et tel autre livre, qui étaient des livres de la mauvaise philosophie, de la philosophie qui pousse à la mort et qui pousse pas à la vie. Donc, il faut faire attention. C'est une philosophe de la vie. Il faut faire attention à ce qu'on se met quand on est en période de soins, justement, de mettre que du positif. Merci en tout cas, professeur Henri Joyeux. Merci, docteur Laurence Vanin. Merci, docteur Jacques Di Costanzo. Votre livre, La vie au bout des doigts, est un livre vraiment merveilleux où on s'interroge et où on repart avec la pêche finalement et avec l'espoir et avec plein de jolies choses aux éditions des Clés de Brouwer. Merci à tous les trois et merci à Valérie Orsoni d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous le lundi, Valérie.